Le trajet en taxi depuis l'aéroport était censé être le tour d'honneur de ma trentaine. Je venais de passer 90 jours à Berlin, une ville qui respire l'art, pour achever une résidence qui était censée me faire connaître. J'avais 31 ans, et pour la première fois, mes mains étaient entièrement à moi. Je n'étais plus seulement le bizarre petit frère de Samuel. J'étais Elia, un artiste en activité qui venait de finaliser une série qu'une prestigieuse galerie européenne voulait exposer. Mes doigts étaient en permanence tachés de fusain et de peinture à l'huile, et mon esprit bourdonnait de cette lumière brillante spécifique que je savais m'attendre dans mon loft du 3e étage. Mais alors que le taxi jaune tournait au coin de ma rue, le sentiment triomphant dans ma poitrine s'est évaporé, remplacé par une appréhension froide et suffocante. Mon cerveau refusait simplement de traiter l'information visuelle qui frappait mes yeux. L'ancien bloc d'usine, ma maison, mon sanctuaire, avait disparu sous une haute et affreuse cage d'échafaudage en fer et d'épais filets de sécurité verts. On aurait dit que le bâtiment était préparé pour une exécution. Une énorme benne rouillée était agressivement posée sur le trottoir juste devant l'entrée. Elle débordait de morceaux de cloisons sèches déchiquetées, de planches de 2x4 éclatées et de fils emmêlés qui ressemblaient à des veines arrachées. J'ai jeté un billet de $50 au chauffeur, sans attendre la monnaie, et je suis pratiquement tombé du taxi. Mon lourd sac de voyage a heurté le béton avec un bruit sourd. J'ai marché vers l'entrée, mes bottes craquant sur le plâtre pulvérisé et le verre brisé. Les lourdes portes d'entrée en chêne avaient été maintenues ouvertes avec un seau de peinture. À l'intérieur, le couloir avait été écorché vif. Les boîtes aux lettres en laiton vintage, celles que mon grand-père polissait chaque dimanche, avaient été arrachées, laissant de vilains trous déchiquetés dans le plâtre. L'odeur familière du bois vieilli et de la térébenthine avait complètement disparu, remplacée par l'odeur chimique âpre de la poussière industrielle et de la démolition. Et, vous ne pouvez pas entrer ici sans casque, mon ami. Un gars portant un gilet de sécurité fluo et tenant une tablette numérique est sorti de ce qui était autrefois la boulangerie du rez-de-chaussée. Il m'a regardé avec l'autorité ennuyée et indifférente d'un homme qui ne faisait que son travail. J'habite ici, dis-je, ma voix sonnant mince et creuse dans l'espace caverneux et en ruine. Je suis Elia, unité 3C. C'est mon studio. L'homme fronça les sourcils, tapotant l'écran de sa tablette. 3C? Non. Rénovation intérieure complète. Les nouveaux propriétaires ont clôturé la semaine dernière. Vos effets personnels ont été emballés et transportés vers un entrepôt près de l'autoroute. L'équipe de démolition a commencé au 3e étage hier. De nouveaux propriétaires. Les mots me brûlaient la gorge comme du verre brisé. Je n'ai pas vendu. Il me lança un regard de pitié légère mêlé de fatalité. Écoutez, mon ami. Je ne fais que gérer le calendrier du chantier. Vous devez appeler la société de gestion. Mes mains tremblaient violemment alors que je sortais mon téléphone de ma poche. Il y avait un message texte sur mon écran de ma mère. Il disait, « Elia, nous savons que tu atterris aujourd'hui. Ne dramatise pas. Nous avons pris une décision commerciale raisonnable. Samuel avait besoin de capitaux, de preuves d'actifs pour un tour de clôture. Tu peux peindre n'importe où. » J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Elle a répondu dès la première sonnerie, sa voix douce et entièrement dépourvue de culpabilité. « Elia, dit-elle, comme si elle saluait un collègue légèrement ennuyeux. Tu es de retour. Avez-vous vendu mon studio, demandai-je, la colère brisant enfin le choc. Un soupir lourd et irrité résonna dans le récepteur. C'était un investissement, Elia. Pour la famille, pour ton frère. C'est ma maison, criai-je, sans me soucier que l'ouvrier me regardait. C'est l'espace de grand-père. C'est une pièce, corrigea-t-elle, son ton tombant dans ce registre familier et condescendant qu'elle utilisait toujours pour me faire sentir petit. Et tu ne l'utilises même pas efficacement. Samuel construit quelque chose de scalable. Les investisseurs n'attendent pas les sentiments. Tu iras bien. Tu vas toujours bien. Pour comprendre comment ma mère pouvait si facilement vendre le toit au-dessus de ma tête pour financer une start-up technologique, il faut comprendre la hiérarchie profondément toxique de notre famille. Dans la grande pièce de la vie de mes parents, Samuel était le rôle principal et je n'étais que le machiniste qui nettoyait le désordre. Samuel a exactement 2 ans de plus que moi, mais il aurait tout aussi bien pu naître prince. Dès qu'il a pu articuler une phrase, il a été préparé à une grandeur absolue. Il possédait une arrogance bruyante et charismatique que mes parents prenaient pour un leadership visionnaire.
En ce qui concerne Samuel, aucune dépense n'était jamais épargnée. Son énorme fonds universitaire était entièrement approvisionné avant même qu'il n'atteigne le collège. Alors que je passais mes étés d'adolescence à suer sur une friteuse dans un restaurant local juste pour me permettre des fournitures d'art de base et des crédits universitaires, Samuel était envoyé dans des camps de leadership d'élite en Suisse. Lorsque Samuel a obtenu son diplôme, mes parents n'ont pas seulement organisé une fête, ils ont organisé un gala de réseautage. Ils ont co-signé le bail d'une toute nouvelle Porsche 911 pour lui comme cadeau de remise de diplôme, affirmant qu'il avait besoin de projeter une image de succès pour attirer les capital risqueurs. Pendant ce temps, mes propres réalisations étaient accueillies par des hochements de tête polis et condescendants. Quand j'ai remporté une prestigieuse bourse d'art régionale qui s'accompagnait d'une modeste allocation, mon père a regardé la lettre de récompense, m'a tapoté l'épaule et a dit « C'est un joli petit passe-temps, Elia, mais tu dois penser à un vrai salaire à terme. Comment vas-tu payer un prêt immobilier avec de la peinture ?» Tout dans notre foyer tournait autour du potentiel inépuisable et épuisant de Samuel. Il lançait toujours une application, présentait une plateforme ou parlait de sa prochaine grande promotion au poste de PDG de sa propre vie. Mes parents finançaient son appartement élégant aux murs de verre en centre-ville. Il payait ses coûteux costumes sur mesure. Il croyait à l'illusion qu'il était un génie, même si toutes ses entreprises finissaient par perdre de l'argent. J'ai survécu en me faisant discret. J'étais le petit frère silencieux, talentueux, mais instable. Mes expositions d'art rapportaient de l'argent décent, assez pour vivre de manière autonome et confortable. Mais mon succès a toujours été traité par ma famille comme une phase temporaire, légèrement embarrassante. Je ne leur ai jamais demandé un sou. J'ai gagné ma vie, payé mes impôts et je me suis occupé de mes affaires. J'ai cru à tort que si je prouvais que je n'avais pas besoin de leur aide, ils finiraient par respecter mes limites. Mais je ne savais pas qu'à leurs yeux, je n'étais pas un adulte indépendant. J'étais une ressource inexploitée. La start-up actuelle de Samuel était un désastre. Caché derrière un logo élégant, il brûlait de l'argent à un rythme alarmant, organisant des fêtes somptueuses pour les investisseurs tout en ne parvenant pas à livrer un produit fonctionnel. Mais mes parents étaient si profondément investis dans le récit de son succès qu'ils ne pouvaient pas voir l'énorme gouffre financier qu'il avait créé. Je me souviens d'être assis à table le jour de Thanksgiving dernier. Samuel agitait un verre de bourbon cher, se plaignant bruyamment des exigences salariales de ses principaux développeurs. Mon père hochait la tête avec sympathie, sortant son carnet de chèques pour couvrir le loyer de Samuel pour le mois. J'étais assis au bout de la table, entièrement invisible. « Tu y arriveras, Samy » avait murmuré ma mère, posant une main manucurée sur la sienne. « Tu as juste besoin d'un peu plus de temps. Nous veillerons à ce que tu l'aies. » Je ne le savais pas alors, mais elle me regardait droit dans les yeux en disant cela. Ils ne m'ont jamais vu comme un fils. Ils m'ont vu comme un générateur de secours. Et quand le château de cartes de Samuel a commencé à s'effondrer, ils ont cherché quelque chose de valeur à vendre pour maintenir son ego gonflé. Malheureusement pour moi, mon nom était attaché au seul actif qui prenait de la valeur dans la famille. Le studio qu'ils ont vendu n'était pas seulement une propriété de choix pour moi. C'était le fondement même de mon identité. Il appartenait à mon grand-père avant de m'appartenir. Et il était la seule personne de toute ma lignée qui m'ait jamais regardé et m'ait vu comme quelqu'un qui méritait d'être élevé. Mon grand-père était peintre commercial de métier, un homme aux mains épaisses et calleuses et au comportement tranquille. Mais le week-end, il s'enfermait dans ce loft du 3e étage et peignait d'énormes paysages à l'huile à couper le souffle qu'il refusait absolument de vendre à quiconque. Quand ma grand-mère est décédée quand j'avais 10 ans, mes parents sont devenus une paire de silhouettes corporatives occupées. Ils voyageaient toujours pour des conférences, toujours à flatter des clients, toujours hyper concentrés sur le prestigieux emploi du temps athlétique de l'école préparatoire de Samuel. Alors, grand-père est intervenu discrètement. Il a commencé à m'emmener au loft après l'école. À l'époque, le quartier était rude. Ça sentait la rouille, le béton mouillé et les gaz d'échappement de l'autoroute voisine. À l'intérieur de ce loft, entouré de l'odeur de la térébenthine et du bois vieilli. Il m'a appris tout ce qui comptait vraiment. Il m'a appris à tendre une toile sur un cadre en bois si serré qu'elle chanterait littéralement si vous la tapiez avec votre articulation. Il m'a appris à mélanger les couleurs jusqu'à ce qu'elles ressemblent à du vrai sang et à du vrai soleil. Mais surtout, il m'a appris à survivre à l'énergie chaotique et dédaigneuse de ma propre famille. Le silence peut être une arme, Elia. Il me disait,
assis sur son vieux tabouret en bois taché de peinture en me regardant esquisser. Les gens qui sont coupables ou imbus d'eux-mêmes détestent le silence. Si vous le visez bien, le silence les fait remplir l'air vide de leurs propres erreurs. Quand grand-père est mort, les funérailles étaient bondées de travailleurs syndicaux, d'artistes locaux et de personnes dont il avait discrètement touché la vie. Mes parents se tenaient au premier rang, vérifiant leur montre coûteuse, visiblement agacés que le service soit trop long. Samuel a passé la moitié du temps dehors sur le parking, prenant des appels professionnels et s'appuyant sur sa Porsche louée. Je me tenais près du cercueil entièrement seul, ayant l'impression que le monde venait de prendre fin. Puis vint la lecture du testament et l'héritage qui changea tout. Mes parents étaient furieux. Grand-père n'a pas laissé le loft à son fils. Il me l'a laissé directement. C'était son dernier cadeau au seul petit-fils qui en comprenait réellement la valeur. À l'époque, mon père se moquait des documents. C'est une charge, avait-il ricané. Un vieil entrepôt plein de courants d'air dans un quartier terrible. Tu feras faillite juste en essayant de garder le chauffage allumé. Mais ensuite la ville a changé. Les ruelles sales ont été illuminées de lumière féerique. Les entrepôts abandonnés se sont transformés en galeries haut de gamme, en brasseries artisanales et en lofts de luxe. La gentrification a frappé le quartier comme un raz-de-marée. Et soudain, la charge sans valeur que mon grand-père m'avait laissée était assise sur une mine d'or de plusieurs millions de dollars. Des promoteurs immobiliers ont commencé à rôder comme des vautours, glissant des offres en espèces sous ma porte. J'ai jeté toutes les offres à la poubelle. Je ne me souciais pas de l'argent. Je me souciais de la façon spécifique dont la lumière frappait le parquet à exactement 15 heures. Je me souciais du fait que c'était le seul endroit au monde où je me sentais complètement en sécurité. Mais mes parents ne voyaient pas un sanctuaire. Ils voyaient un énorme fonds universitaire inexploité qu'ils pouvaient piller pour sauver leur enfant chéri. Avec le recul, les signes de leur trahison clignotaient en lettres rouges néon. J'étais juste trop aveugle pour les voir car je voulais encore, contre toute logique, désespérément croire qu'ils étaient ma famille. 2 semaines avant de partir pour ma résidence à Berlin, je suis passé chez mes parents, dans leur immense maison de banlieue, pour un rare dîner du dimanche. L'atmosphère du salon était incroyablement tendue, assez épaisse pour être coupée au couteau. Samuel arpentait de long en large le tapis coûteux, rongeant agressivement son ongle, son téléphone collé à l'oreille. Mon père était assis dans son fauteuil en cuir, se frottant les tempes, l'air plus vieux et plus hagard que je ne l'avais jamais vu. Le taux de combustion est trop élevé, j'entendis Samuel siffler au téléphone, sa voix empreinte de panique pure. Je me fiche de ce que disent les projections, David. Nous avons besoin de liquidités avant la fin du trimestre où nous ferons défaut sur le pré-relais. Il raccrocha et regarda mon père d'un air furieux. J'ai besoin d'une injection massive, papa. Le financement de la série B a complètement échoué. Si je ne montre pas aux investisseurs restants que j'ai une solide garantie pour l'entreprise, ils se retireront tous. Je perdrai tout. Mon père soupira lourdement, un son de défaite totale. Nous sommes à court, Samuel. Le deuxième prêt hypothécaire sur cette maison est au maximum. Nous avons liquidé nos options d'achat d'actions. Nous t'avons donné tout ce que nous avons. J'entrai dans la pièce, tenant une bouteille de vin, et la conversation s'éteignit instantanément. Ils tournèrent tous les deux la tête vers moi, l'air de 2 voleurs qui venaient d'être pris en flagrant délit d'ouverture d'un coffre-fort. « Salut », dis-je lentement, sentant la forte hostilité. « Tout va bien ?» Samuel força un sourire faussement incroyablement tendu. « Tout va bien, Elia. Juste une structuration d'entreprise de haut niveau. Tu ne comprendrais pas vraiment. Comment vont les petites peintures ? » J'ignorais la pique condescendante. J'y étais habitué. Je pars pour Berlin dans 2 semaines. Je suis juste venu déposer une clé de rechange du studio au cas où il y aurait une fuite d'eau ou une urgence pendant mon absence. Je jetai la lourde clé en laiton sur la table basse en verre. Je ne remarquai pas la façon dont les yeux de mon père se fixèrent immédiatement dessus, ni le regard prédateur soudain qu'il échangea avec Samuel. C'était un regard de pur calcul désespéré. Une clé de rechange, répéta mon père lentement, son ton changeant. C'est ça. C'est une bonne idée, mon fils. Nous garderons un œil attentif sur l'endroit. Bon voyage. Ce fut le moment exact. Ce fut le moment où je leur ai remis l'arme chargée qu'ils ont utilisée pour massacrer ma vie. Ils n'ont pas vu un fils demander une simple faveur.
Ils ont vu une opportunité pendant que j'étais en Europe, complètement injoignable et immergé dans mon article. Ils se sont mis au travail. Ils ont pris cette clé. Ils ont fait venir les promoteurs et ils ont commencé à négocier la vente de toute mon existence. Ils ont évalué ma vie, mis un prix sur mes souvenirs, et ont décidé que l'ego défaillant de mon frère valait bien plus que ma maison. Les premiers jours après mon retour de Berlin, où j'ai découvert mon studio détruit, je vivais dans un motel bon marché et déprimant près de l'autoroute. Je dormais sur un matelas grumeleux, fixant un plafond taché d'eau, essayant de comprendre comment même commencer à me battre. Je me sentais complètement isolé. Mon téléphone était silencieux. Personne de ma famille immédiate n'a pris contact pour prendre de mes nouvelles, sauf tante Clara. Tante Clara est la sœur cadette de ma mère. Elle a toujours joué le rôle de l'apaisante douce et compréhensive dans la famille. Elle s'est présentée à ma chambre de motel un mardi après-midi pluvieux, portant un récipient en plastique de Tupperware de soupe de poulet faite maison et affichant un air de profonde pitié calculée. « Oh, Elia » soupira-t-elle, me serrant dans une étreinte qui semblait plus restrictive que réconfortante, son parfum lourd masquant l'odeur de la chambre de motel humide. « Je suis tellement désolé pour tout ce désordre. Ta mère est tellement stressée. Tu sais comment elle est quand Samuel est sous pression de ses investisseurs. » Je me suis assis au bord du lit bon marché, fixant le mur d'un air vide. Elle a vendu ma maison, Clara. Elle a vendu le studio de grand-père à un promoteur. Vous ne pouvez pas blâmer ça sur un peu de stress. Clara s'est assise sur la seule chaise de la pièce, lissant sa jupe coûteuse. Je sais que ça fait mal, chérie. Vraiment. Mais tu dois essayer de voir le tableau d'ensemble. L'entreprise de Samuel emploie des gens. Il a d'énormes responsabilités dans le monde réel. Tu es célibataire. Tu es un artiste. Tu n'as pas encore de famille à soutenir. Tu peux t'en remettre. Parfois, faire partie d'une famille signifie faire des sacrifices difficiles pour le bien commun. Ne laisse pas cela déchirer tout le monde. As-tu pensé à juste laisser tomber? Je l'écoutais en fait. Une petite partie de moi, pathétique et profondément ancrée, voulait toujours une figure maternelle pour me dire que tout irait bien, pour me caresser les cheveux et dire que ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais le téléphone de Clara a vibré bruyamment sur la table de nuit juste à côté de ma main. L'écran s'est allumé brillamment. Je ne voulais pas fouiner, mais la notification de message texte était là, en lettres noires et grasses. C'était de ma mère. Est-il en train de se calmer? L'avez-vous convaincu de ne pas appeler d'avocat? Nous avons besoin qu'il soit conciliant et silencieux jusqu'à la clôture de l'entiercement la semaine prochaine. Ne le laissez pas quitter cette pièce. Mon sang s'est transformé en eau glacée. J'ai fixé l'écran lumineux. Lisant les mots encore et encore jusqu'à ce qu'ils se gravent dans mes rétines. Elle n'était pas là pour me réconforter. Elle n'était pas là parce qu'elle s'en souciait. C'était une espionne. C'était une manipulatrice envoyée ici pour me gérer, pour s'assurer que l'artiste idiot et émotif ne mette pas un frein légal à leurs transactions de plusieurs millions de dollars. La soupe, l'étreinte, les mots doux, tout cela était une manipulation calculée. J'ai levé les yeux vers Clara. Elle souriait toujours, ce sourire mielleux, pathétique et condescendant, complètement inconsciente du fait que je venais de voir son vrai visage. Je me suis levé, j'ai pris le récipient de soupe et je le lui ai remis. « Sortez » dis-je doucement. Son sourire vacilla immédiatement, remplacé par la confusion. « Elia, qu'est-ce qui ne va pas? J'essaie juste de t'aider. »« Sortez » répétai-je, ma voix baissant d'une octave, portant un ton dur et dangereux que je ne savais pas posséder. « Et dites à ma mère que je ne suis pas conciliant. Dites-lui que le sacrifice est terminé. » Je l'ai physiquement poussé dehors et j'ai claqué la porte, verrouillant le loquet. Je me suis tenu dans la pièce silencieuse, la poitrine haletante, la trahison ayant un goût de cuivre dans ma bouche. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'avais pas de famille. J'étais entièrement seul en territoire ennemi. Et si j'étais seul, je n'avais absolument aucune raison de me retenir. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à chercher l'avocat le plus impitoyable de la ville. J'ai trouvé Maya grâce à un vieil ami qui tenait autrefois une galerie d'art indépendante en centre-ville. Maya n'était pas votre avocate immobilière de quartier habituelle. C'était une avocate redoutable, impitoyable, spécialisée dans les règlements de divorce brutaux, terre brûlée, et les prises de contrôle d'entreprises hostiles.
Elle était célèbre dans les cercles juridiques pour détruire des hommes puissants devant les tribunaux sans jamais élever la voix. Quand je suis entré dans son bureau en centre-ville, un espace élégant et intimidant surplombant les gratte-ciel de la ville, elle ne m'a pas offert de café, et elle ne m'a certainement pas offert de fausse sympathie. Elle a juste pointé un doigt manucuré vers le lourd fauteuil en cuir en face de son immense bureau en verre. Dites-moi les faits. Laissez les émotions et le drame familial dans la salle d'attente, dit-elle, tirant un bloc-notes jaune vers elle et débouchant un stylo coûteux. Je me suis assis, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai tout exposé par ordre chronologique. Je lui ai parlé de la résidence à Berlin, de l'apparition soudaine des échafaudages, de la disparition de mes affaires, de l'appel téléphonique avec ma mère et du message texte sur le téléphone de Clara. Je lui ai remis un épais dossier contenant l'acte original que mon grand-père m'avait donné, mes relevés de taxes foncières et chaque document que j'avais pu imprimer concernant le projet de condominium massif du nouveau promoteur. Maya a feuilleté les documents avec des mouvements vifs, précis, presque prédateurs. Ses yeux parcouraient les pages, absorbant le jargon juridique dense comme un superordinateur traitant du code. Pendant 10 minutes angoissantes, le seul son dans la pièce était le tic-tac d'une lourde horloge murale et le froissement aigu du papier. Finalement, elle s'est arrêtée. Elle a pressé le bout de ses doigts l'un contre l'autre, posant son menton sur ses mains, et m'a regardé directement. Son expression était complètement indéchiffrable. Ses yeux sombres étaient entièrement dépourvus d'émotion. Il y a un énorme problème fondamental dans la façon dont ce bâtiment a été vendu. Elia, dit-elle, sa voix basse est tendue d'une énergie contenue. Mon estomac a chuté au sol. Quel genre de problème? Ont-ils trouvé une faille dans l'acte de propriété? Mon père a-t-il utilisé son ancienne procuration de quand j'étais à l'université pour le céder? Maya a secoué lentement la tête. Non, le problème n'est pas ce qu'ils ont vendu. Le problème est ce qu'ils pensaient avoir vendu. Vos parents ont fait une supposition juridique catastrophique et l'équipe juridique très bien payée des promoteurs était trop paresseuse et trop pressée pour faire une recherche de titre approfondie. Appropriée parce qu'ils voulaient conclure l'affaire avant la fin du trimestre. Elle fit pivoter un lourd document jaune et le poussa sur le bureau en verre vers moi. C'était une copie de l'accord de fiducie original de mon grand-père, un document que je n'avais pas regardé depuis plus d'une décennie. Elia, vous êtes-vous déjà réellement assis et avez-vous lu la formulation exacte et spécifique du testament de votre grand-père concernant le studio, demanda-t-elle, tapotant le papier. J'ai secoué la tête, me sentant idiot. J'avais 20 ans. J'étais en deuil. J'ai juste signé là où l'avocat testamentaire m'a dit de signer. Maya a tapoté un paragraphe dense spécifique surligné d'encre jaune pâle. Votre grand-père était un homme très intelligent, très paranoïaque. Il connaissait votre famille. Il ne vous a pas seulement laissé un bâtiment. Il a exécuté une clause de propriété partagée juridiquement contraignante. C'est une structure juridique incroyablement rare dans cet État, mais elle est complètement et indéniablement à toute épreuve. J'ai fixé le texte juridique dense, essayant de comprendre la formulation archaïque. Qu'est-ce que signifie réellement une clause de propriété partagée en langage courant? Maya se pencha en avant, ses yeux brillant d'une excitation dangereuse et palpitante. Elle ressemblait à un prédateur qui venait de repérer une plaie ouverte. Cela signifie que la propriété de l'enveloppe extérieure du bâtiment, les murs de briques, le toit, la structure de fondation, les parties communes et légalement séparées des améliorations intérieures et des droits d'espace aérien de l'unité 3C. Elle marqua une pause pour laisser le poids des mots s'imprégner. Vos parents ont réussi à revendiquer frauduleusement la propriété de l'enveloppe via une société écran qu'ils ont créée, qu'ils viennent de vendre aux promoteurs pour des millions. Mais ils ne possèdent pas l'intérieur de votre studio. L'espace aérien, les cloisons sèches, le parquet, le droit d'occuper cet espace tridimensionnel exact dans l'univers vous appartiennent exclusivement, Elia. Ils ont vendu une boîte creuse, mais ils ne possèdent pas l'intérieur de la boîte. Et légalement, le promoteur ne peut toucher un seul millimètre de votre espace intérieur sans votre consentement écrit et notarié exprès. La réalisation m'a frappé comme un coup physique à la poitrine. Je possédais l'intérieur. Mes parents avaient vendu une propriété de plusieurs millions de dollars à un conglomérat immobilier massif, leur promettant une page blanche pour construire des condos de luxe. Mais le cœur du projet, l'espace réel dont ils avaient besoin pour construire leur pentouse, était entièrement intouchable. Mais attendez, dis-je, mon cœur commençant à battre la chamade contre mes côtes. Si c'est vrai, comment la vente a-t-elle pu avoir lieu?
Un promoteur ne dépenserait pas 30 millions de dollars pour acheter un bâtiment s'il savait qu'il ne pouvait pas légalement démolir l'intérieur de l'unité principale. Maya sortit un deuxième dossier, plus épais, de sa mallette. Celui-ci était rempli de copies impeccables des documents de clôture qu'elle avait assignés des archives de la ville ce matin-là. Vous avez absolument raison. Il ne le ferait pas, acquiesça-t-elle doucement. Ce qui signifie que quelqu'un a dû convaincre activement le promoteur que vous aviez volontairement renoncé à vos droits intérieurs. Elle glissa une seule feuille de papier du dossier et la plaça carrément devant moi. C'était un accord de transfert de droits et de quitte-éclat. Tout en bas de la page, écrit à l'encre noire et nette, se trouvait ma signature. Je la fixai. Elle ressemblait incroyablement à ma façon de signer mes tableaux. Les boucles fluides, la légère inclinaison vers la gauche, la forte pression sur le « E ». C'était une contrefaçon quasi parfaite. Mais la date à côté du timbre du notaire prouvait le mensonge. J'avais été à 3000 mètres en Allemagne, buvant du café à Berlin, quand ce document était censé avoir été signé et notarié dans un bureau en centre-ville. Ils ont falsifié mon nom, murmurai-je, me sentant physiquement malade, l'estomac révulsé. Mes propres parents ont falsifié ma signature pour voler ma maison. Oh, Elia, c'est bien pire qu'une simple falsification, dit Maya, sa voix tombant dans un registre de pur dégoût clinique. Maya plaça un autre document juste à côté de la signature falsifiée. C'était une lettre officielle tapée sur ce qui ressemblait à un en-tête médical officiel, bien qu'il manquait le nom d'une clinique psychiatrique spécifique. Je commençai à la lire, et alors que mes yeux parcouraient les paragraphes, ma vision se brouilla d'une sorte de rage blanche et incandescente que je n'avais jamais ressentie auparavant. La lettre me décrivait formellement au promoteur et à la société de titres comme un individu excentrique, très instable, ayant une longue histoire documentée de graves détresses psychologiques et d'incompétence financière. Elle affirmait en langage froid et clinique que j'étais entièrement incapable de gérer mes propres biens. Elle déclarait qu'en raison de mon comportement erratique, ma famille avait été contrainte d'intervenir en tant que conservateurs officieux pour me protéger de la destruction de ma propre vie. Elle me présentait comme un fardeau majeur. Elle me présentait comme un artiste fou et délirant qui avait besoin de sa mère et de son père pour prendre des décisions d'adulte afin qu'ils ne finissent pas à la rue. Ils n'ont pas seulement volé votre propriété, dit Ma doucement, observant attentivement ma réaction. Ils ont assassiné votre personnage pour que les documents passent à travers la société de titres sans soulever de drapeau rouge. Ils ont créé un récit fictif où prendre votre maison n'était pas un crime. C'était un acte de miséricorde d'une famille aimante. Je serrai les mâchoires si fort que je pensais que mes dents se fissureraient sous la pression. La trahison était si profonde, si profondément vicieuse qu'elle dépassait entièrement la tristesse et se durcit en une fureur froide et tranchante comme un diamant. Il ne voulait pas seulement l'argent pour sauver la start-up de Samuel. Il voulait effacer mon autonomie. Il voulait me réduire à un enfant incompétent et sans voix pour que Samuel puisse jouer au PDG milliardaire. Que faisons-nous, demandai-je, levant les yeux vers Maya. Ma voix ne trembla pas. Mes mains étaient parfaitement stables. Le vieil Elia, conciliant et obéissant, était mort, enterré sous les décombres de son propre studio. Maya sourit. C'était un sourire terrifiant et magnifique. Nous allons à la guerre. Je dépose une injonction d'urgence et un ordre d'arrêt des travaux auprès de la Cour suprême dans exactement 1 heure. Nous allons accuser vos parents et le promoteur de falsification, de détournement criminel de propriété et de dommages civils massifs. Dès demain matin, tout ce chantier sera figé. Ce ne sera plus un projet de développement. Ce sera une scène de crime. La bombe juridique que Maya a larguée le lendemain matin a envoyé des ondes de choc à travers la ville. Le tribunal a immédiatement accordé l'ordonnance d'arrêt d'urgence des travaux, fondée sur la preuve de falsification. Maya a engagé des huissiers de justice agressifs pour signifier les injonctions simultanément. Une directement au contremaître du chantier, une au siège social du promoteur et une directement à la porte d'entrée de mes parents. J'étais assis dans ma chambre de motel déprimante, buvant un horrible café soluble, quand les lourds et frénétiques coups à la porte ont commencé. Je n'ai même pas eu besoin de regarder par le Judas pour savoir qui venait me chercher. J'ai déverrouillé le loquet et ouvert la porte. Ma mère, mon père et Samuel se tenaient dans le couloir étroit et sale. Ils semblaient complètement désemparés. Le visage de Samuel était rouge foncé. Sa cravate de soie de marque était dénouée, des perles de sueur perlaient sur son front. Mon père avait l'air pâle, épuisé et terrifié. Ma mère, cependant,
semblait furieusement indignée. Elle me poussa pour entrer dans la pièce sans invitation, ses talons claquant agressivement sur le linoléum bon marché. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» cria-t-elle, se retournant pour me faire face, les yeux écarquillés de rage. « Tu as complètement perdu la tête ? As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire à cette famille ? J'ai sécurisé ma propriété légale, dis-je calmement, m'appuyant nonchalamment contre l'embrasure de la porte, les regardant se défaire. Samuel s'avança, pointant un doigt tremblant vers ma poitrine. « Tu viens de geler un projet de développement de 30 millions de dollars. Espèce d'idiot. » Mes investisseurs paniquent. Le prêt relais qui maintient mon entreprise en vie est directement lié au succès du transfert de cet acte. Si le promoteur se retire à cause de cette injonction, je suis ruiné. Je perds l'entreprise. Je perds les voitures, l'appartement, tout. Cela ressemble à une terrible stratégie commerciale, Samuel, répondis-je, en gardant ma voix complètement impassible. Tu ne devrais vraiment pas construire ton chemin avec des matériaux volés. Mon père s'interposa entre nous, levant les mains comme un arbitre désespéré essayant d'arrêter un combat de boxe. Elia, s'il te plaît, soyons rationnels. L'injonction est juste un énorme malentendu. Nous avons fait ce que nous devions faire pour protéger les actifs de la famille. Tu étais à l'étranger. Le marché était en train de changer et nous devions agir vite. Nous pouvons te dédommager. Nous t'achèterons un meilleur studio où tu veux en ville. Je le regardais, émerveillé par la profondeur de son illusion. Vous avez falsifié ma signature, papa. Vous avez joint une fausse lettre médicale me déclarant mentalement incompétent et instable pour voler mon héritage. Ma mère agita la main d'un air dédaigneux, comme si commettre plusieurs crimes graves n'était qu'une petite gaffe sociale que je surestimais. Oh, arrête d'être si dramatique, Elia. C'était un langage juridique standard pour satisfaire les assureurs. Personne ne pense réellement que tu es fou. Nous avions juste besoin de contourner la bureaucratie pour que Samuel puisse assurer son avenir. Tu es complètement égoïste et vindicatif. Égoïste, répétai-je lentement, laissant le mot planer dans l'air. Je les regardais tous les trois, l'enfant prodige, la facilitatrice et l'architecte de ma misère. Vous avez fait irruption dans ma vie, jeté l'héritage de mon grand-père dans une benne, falsifié mon identité, et vous me traitez d'égoïste parce que je ne vous laisserai pas vous en tirer. Elia, s'il te plaît, supplia Samuel, sa voix se brisant soudainement, l'arrogance évaporée, révélant le lâche terrifié et désespéré en dessous. Appelle juste ton avocate. Dis-lui de lever l'injonction. Dis-leur que tu as autorisé la vente. Je te rembourserai le double de la valeur du studio quand ma start-up sera cotée en bourse. Juste, arrange ça. Je regardais Samuel droit dans les yeux. Pour la première fois de ma vie, je le voyais clairement. Ce n'était pas un génie. C'était une fraude. Non, dis-je doucement. Que veux-tu dire par non, siffla ma mère, s'avançant vers moi. Je veux dire, non, je ne lève pas l'injonction. Je ne signe rien. La démolition s'arrête aujourd'hui, et si l'un de vous se présente à ma porte à nouveau, j'appellerai la police et vous ferez arrêter pour intrusion. Je reculai et maintenus la porte grande ouverte. Sortez de ma chambre. Cette nuit-là, après le départ de ma famille, l'adrénaline qui m'avait maintenu debout s'est complètement dissipée, me laissant vidé, meurtri et épuisé. Maya m'avait envoyé par texto l'adresse de l'entrepôt où les promoteurs avaient négligemment déversé mes affaires. J'ai conduit ma vieille voiture jusqu'à la route 9, un tronçon d'autoroute désert et les bordées de parcs industriels et de motels bon marché. L'entrepôt était un labyrinthe immense et sans âme de portes en métal ondulé et de lumières fluorescentes vacillantes et bourdonnantes. On aurait dit le genre d'endroit où les gens cachent des biens de divorce ou des parents morts. Le réceptionniste de nuit a à peine levé les yeux de son téléphone alors qu'il vérifiait ma carte d'identité et me remettait une carte clé magnétique. Unité 418 au bout du couloir. Prenez à gauche, marmonna-t-il. J'ai marché dans le long couloir de béton gelé. Le bruit de mes bottes résonnait bruyamment sur les murs métalliques. Quand j'ai enfin trouvé l'unité 418, j'ai passé la carte, fait glisser le lourd cadenas et relevé la porte métallique. L'odeur m'a frappé instantanément. C'était l'odeur de toute ma vie, emballée dans des cartons bon marché et enveloppée de fin plastique industriel. Les déménageurs n'avaient pas été prudents. Ils avaient traité ma vie comme des ordures. Des toiles qui m'avaient pris des mois à peindre étaient empilées de façon désordonnée contre le mur.
Certains des cadres en bois délicat étaient visiblement tordus et éclatés. Des boîtes de peinture à l'huile incroyablement chères et de pinceaux importés étaient écrasés sous le poids de meubles lourds, jetés négligemment. Cela ressemblait aux conséquences d'une catastrophe violente. Je suis entré, naviguant prudemment dans les décombres, mon cœur battant à tout rompre. Au fond du coin arrière, serré entre une pile de caisses en plastique vide et mon vieux matelas taché, je l'ai vu. Le tabouret en bois de mon grand-père. Je l'ai sorti à la faible lumière du plafond. Le bois était profondément taché par des décennies d'histoire. Rouge cadmium, bleu cobalt, blanc titane. J'ai passé ma main lentement sur l'assise et j'ai senti l'entaille profonde et familière près du bord. J'avais fait cette entaille quand j'avais 12 ans, en laissant tomber une lourde spatule métallique en essayant d'imiter agressivement le style de peinture de grand-père. J'avais été terrifié qu'il me crie dessus. Au lieu de cela, il avait ri, avait frotté de l'huile de lin brut dans la rayure et m'avait dit que chaque marque racontait une histoire. Debout là, dans cet entrepôt froid et stérile, regardant la seule pièce d'amour véritable qui me restait au monde, le barrage à l'intérieur de ma poitrine s'est finalement brisé. Je n'ai pas sangloté bruyamment. Ce n'était pas un effondrement cinématographique et dramatique. C'était une fracture silencieuse et agonisante à l'intérieur de mes côtes. Mes yeux brûlaient férocement et ma mâchoire se serra si fort que mes dents me faisaient mal. Pleurer me semblait être une capitulation et j'en avais absolument fini de capituler. Je me suis effondré sur le sol de béton gelé, serrant le tabouret en bois contre ma poitrine et laissant la douleur me submerger. J'ai fait le deuil du studio. J'ai fait le deuil de grand-père. Mais surtout, j'ai fait le deuil de l'illusion de ma famille. J'ai fait le deuil des parents que je pensais avoir, des gens qui étaient censés me protéger mais qui m'avaient vendu pour un profit rapide à la place. Je suis resté là dans l'obscurité pendant 1 heure jusqu'à ce qu'il ne reste rien en moi qu'une résolution dure, froide et inébranlable. Je me suis levé, j'ai essuyé mon visage avec ma manche et j'ai remis le tabouret soigneusement à sa place dans l'unité. J'ai verrouillé la porte. Je n'allais plus les laisser me prendre quoi que ce soit. Demain, la vraie guerre commençait. Le lendemain matin, la partie d'échecs juridique a pris une tournure terrifiante et à haut risque. Maya m'a convoqué à son bureau avant même que le soleil ne soit complètement levé. Elle était déjà prête pour la bataille, vêtue d'un costume noir élégant, une tasse de café noir fumant sur son bureau. L'avocat du promoteur vient de nous contacter, dit Maya, me tendant un email fraîchement imprimé. Monsieur Sterling. C'est un requin d'entreprise poids lourd. Il représente l'énorme firme qui a acheté l'enveloppe de votre bâtiment. J'ai parcouru l'email. Il était rempli de menaces légales condescendantes et agressives. Sterling affirmait que mon injonction était une action en justice frivole et désespérée, conçue pour extorquer son client. Il menaçait de me poursuivre personnellement pour des millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir retardé leur calendrier de construction de plusieurs millions de dollars. Il exigeait une réunion de règlement immédiate pour résoudre ce malentendu mineur. Il essaie de nous faire peur, dis-je, lui rendant le papier. Bien sûr que oui. Maya sourit, un éclat prédateur et brillant dans ses yeux sombres. Il pense que vous n'êtes qu'un artiste fauché et intimidé qui a eu de la chance avec une faute de frappe dans un vieux contrat. Il s'attend à ce que vous cédiez dès qu'il vous montrera un gros chèque de règlement, parce qu'il ne connaît pas encore la falsification. Nous avons délibérément omis cela de la demande d'injonction initiale. Pourquoi ? Demandai-je, vraiment confus. N'est-ce pas notre plus grande arme ? Parce que, dit Maya, se penchant en avant, posant ses coudes sur le bureau en verre. Si vous montrez votre arme à l'ennemi à 1 kilomètre de distance, il a le temps de mettre un gilet pare-balles. Il a le temps de fabriquer un mensonge. Vous attendez qu'il soit juste devant vous, se moquant de vous, se sentant complètement victorieux, avant d'appuyer sur la gâchette. Nous allons accepter de rencontrer Monsieur Sterling et votre charmante famille sur le chantier demain matin. Sur le chantier ? Demandai-je, sentant un nœud se former dans mon estomac sous les échafaudages. Pourquoi là ? Guerre psychologique, répondit-elle simplement. Sterling veut vous montrer la machinerie massive, la destruction, la puissance financière pure de son client. Il veut que vous regardiez les ruines de votre maison et que vous vous sentiez petit. Mais nous allons utiliser leurs propres scènes pour les exécuter. Maya passa les 3 heures suivantes à préparer le piège final. Elle rédigea des plaintes pénales formelles et dévastatrices pour falsification et fraude.
Elle contacta un expert en écriture médico-légale qui certifia que la signature sur le document de transfert était un faux absolu. Et surtout, elle prépara un avis juridique qui classait officiellement la démolition de mes murs intérieurs comme une destruction volontaire de propriété privée, multipliant les dommages civils de manière exponentielle. Alors que j'étais assis dans son bureau, la regardant orchestrer brillamment la destruction des mensonges de ma famille, mon téléphone vibra bruyamment contre la table en verre. C'était un message vocal de Samuel. Je l'ai mis en haut-parleur pour que Maya puisse l'entendre. Elia, c'est moi. La voix de Samuel résonna dans le bureau silencieux, rauque, essoufflé et complètement désespéré. S'il te plaît, mec. Les investisseurs auditent mes livres demain matin à cause de ce retard de construction. S'ils regardent de trop près, s'ils voient les chiffres réels, je suis mort. Elia, je pourrais aller en prison fédérale pour fraude électronique. Je leur ai menti. Tu dois signer la libération. Tu me dois. Je suis ton frère. Le message vocal s'arrêta. Le silence dans la pièce était pesant. Maya haussa lentement un sourcil. Fraude électronique, dit-elle doucement. Votre frère, l'enfant prodige, vient d'avouer avoir fraudé ses investisseurs sur une ligne enregistrée. Apparemment, dis-je, ne ressentant absolument rien pour lui. Ni pitié, ni amour fraternel, juste une justice froide et dure. Maya sourit et ce fut la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Eh bien, demain va être incroyablement divertissant. Le piège était complètement tendu. L'appât était dans l'eau. Ma famille et leurs avocats grassement payés pensaient qu'ils se rendaient à une simple négociation où ils pourraient intimider un artiste faible. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils marchaient aveuglément dans un abattoir juridique. Le ciel était de la couleur du fer sale le matin où nous nous sommes rencontrés sur le chantier. Le vent soufflait de la rivière, faisant claquer les filets de sécurité vers qui s'accrochaient à l'échafaudage de mon immeuble. Je me tenais sur le trottoir fissuré avec Maya, mon avocate, debout juste à côté de moi. Elle tenait une épaisse mallette en cuir noir. Elle ressemblait à une bourreau en costume sur mesure. Un VUS noir de luxe s'est arrêté au trottoir. Monsieur Sterling, l'avocat puissant du promoteur, en est sorti. Il portait un lourd manteau de laine et un sourire condescendant. Juste derrière lui, mes parents et Samuel sont sortis de la voiture de mon père. Ils avaient l'air incroyablement suffisants. Ils croyaient vraiment qu'ils se présentaient à une cérémonie de reddition. Dave, le contremaître du chantier, se tenait près de la benne, tenant un presse-papier et l'air extrêmement mal à l'aise. Ma mère s'est dirigée droit vers moi. Elle n'a pas regardé les ruines de ma maison. Elle a regardé mes bottes. J'espère que tu es prêt à être raisonnable, Elia, dit-elle sèchement. Tu as déjà fait assez de scandales. L'injonction est une immense honte pour cette famille. Tu devrais être reconnaissant que nous te proposions même un arrangement. Comme je te l'ai dit, tu peux peindre n'importe où. Je n'ai pas dit un mot. J'ai laissé le silence planer dans l'air glacial. Grand-père m'a appris que le silence rend les personnes coupables nerveuses. Monsieur Sterling s'avança, tendant une main que j'ai complètement ignorée. Il s'éclaircit la gorge, sortant une seule feuille de papier de la poche de son manteau. Faisons vite. Mon client perd des dizaines de milliers de dollars chaque jour où le chantier est bloqué. Nous sommes prêts à vous offrir une indemnité forfaitaire de 50 000 $ pour que vous retiriez l'injonction. Que vous quittiez complètement les lieux et que vous signiez un accord de non-divulgation concernant ce différend familial. Il me regardait comme si j'étais un chien errant à qui il jetait un os. Maya s'avança finalement. Elle n'ouvrit pas sa mallette. Elle ne lui tendit pas une contre-offre. Elle regarda juste Sterling avec une pitié pure et non frelatée. Monsieur Sterling, dit Maya, sa voix coupant le vent comme une lame de rasoir. Nous ne sommes pas ici pour négocier une indemnité de nuisance. Nous sommes ici pour vous informer que votre client a acheté un bout de papier sans valeur. Votre cabinet n'a pas effectué une recherche de titre élémentaire sur les droits intérieurs de l'unité 3C. Sterling ricana bruyamment. Nous avons acheté le bâtiment, conseiller. L'acte est enregistré. Vous avez acheté l'enveloppe extérieure, le corrigea Maya doucement. Mon client est propriétaire de l'espace aérien intérieur et de toutes les améliorations intérieures protégées par une fiducie de propriété partagée à toute épreuve. Vous ne pouvez pas démolir un seul mur à l'intérieur de cette unité. La vente que votre client a exécutée avec ses parents ne transfère pas le studio. Mon père s'avança,
son visage devenant rouge. C'est ridicule. Nous avons vendu l'intégralité de la propriété. Nous avions l'autorité légale. Maya déverrouilla finalement sa mallette. Elle sortit les documents de fiducie authentiques et les tendit directement à Monsieur Sterling. Sterling lut la première page. Puis il la lut à nouveau. Je vis le sourire arrogant fondre sur son visage. Sa peau prit la couleur de la craie ancienne. C'était un avocat impitoyable, et il reconnut instantanément un piège juridique à toute épreuve quand il en vit un. Il leva les yeux vers mes parents, ses yeux écarquillés d'une panique soudaine. « Qu'avez-vous fait » demanda Sterling, sa voix tremblant de fureur. « Vous avez dit à mon cabinet que vous aviez un accord complet. Vous avez signé un acte de garantie garantissant un titre clair à l'intérieur. » Ma mère rit, mais c'était un son cassant et nerveux. Maya sortit le second document de sa mallette. La contrefaçon. Il ne peut pas l'autoriser. Et il n'a certainement pas autorisé le document de transfert frauduleux que vous avez soumis à la société de titres le mois dernier alors qu'il était à Berlin. Maya brandit le document pour que Sterling puisse le voir. Cette signature est une contrefaçon documentée. Nous avons l'analyse médico-légale pour le prouver. Ainsi qu'une lettre médicale fabriquée affirmant que mon client était mentalement incompétent. Vous n'avez pas seulement vendu une propriété qui ne vous appartenait pas. Vous avez commis une fraude électronique et un vol qualifié. Le mot « crime » résonna contre les murs de briques. Sterling recula physiquement de mes parents comme s'il portait une maladie contagieuse. « Vous avez falsifié sa signature » cria-t-il à mon père. « Vous avez menti à une société de titre fédéral. Mon client va vous poursuivre en justice jusqu'à la faillite. » Et c'est à ce moment précis que Samuel a complètement craqué. L'enfant prodige, le brillant PDG, l'avenir de notre famille s'est absolument brisé là, sur le trottoir. Il a attrapé ses propres cheveux, ses genoux légèrement fléchis. Il a commencé à hyperventiler, sa poitrine se soulevant sous son manteau coûteux. Non, 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 halta Samuel, des larmes montant à ses yeux. Tu ne peux pas me faire ça, Elia. Tu dois arranger ça. Si cette affaire échoue, le prêt relais s'effondre. C'est ton problème, Samuel, dis-je, ma voix morte et froide. Tu ne comprends pas, hurla-t-il, perdant complètement la raison devant l'équipe de construction, les avocats et nos parents. La start-up est morte. Elle est morte depuis 1 an. J'ai falsifié les métriques utilisateurs. J'ai menti au capital risqueur. L'argent que vous m'avez donné est parti. Tout mon salaire est parti. S'il maudit demain et voit que cette garantie est gelée, je vais en prison fédérale. Ma mère halta, serrant sa poitrine. Mon père avait l'air d'avoir été abattu. L'entreprise technologique brillante pour laquelle ils avaient sacrifié ma maison était une escroquerie complète. Samuel avait dilapidé son fonds universitaire, ses prêts et leurs économies pour financer un faux style de vie, courant après chaque fausse promotion et couverture de magazine qu'il pouvait acheter. Et maintenant, la vérité était au grand jour, saignant sur le trottoir. Je retire mon cabinet de ce projet, dit Sterling sèchement, tournant les talons et marchant rapidement vers son VUS. 2 semaines plus tard, nous nous tenions dans la salle d'audience en acajou poli de la Cour suprême de l'État. Les médias avaient eu vent de l'histoire. Un artiste local se battant contre un promoteur immobilier massif et sa propre famille corrompue était exactement le genre de drame que les journaux adoraient. Mes parents avaient engagé un avocat de la défense désespéré qui a essayé de jouer leur dernière carte pathétique. Il se tenait devant la juge Harrison et a tenté de valider la fausse lettre médicale. Votre honneur, a plaidé leur avocat, transpirant abondamment. Mes clients ont agi par profonde préoccupation parentale. Elia a des antécédents de comportement erratique. Ils ont pris temporairement la garde de ses biens pour l'empêcher de ruiner son propre avenir financier. La vente était pour son propre bien. Maya n'a même pas objecté. Elle a simplement appelé notre seul témoin à la barre, Marcus. Marcus n'était pas seulement un critique d'art. Il était le conservateur en chef de l'un des plus grands musées d'art contemporain d'Europe. Il avait spécialement fait le voyage de Berlin pour cette audience. Marcus a pris la barre, ajusté ses lunettes et a complètement détruit leur récit. Elia n'est pas erratique. C'est l'un des artistes les plus disciplinés, brillant et mentalement sain avec qui j'ai travaillé en 20 ans. Sa récente résidence à Berlin a été impeccable. Il a géré ses propres bourses,
ses propres expéditions internationales et ses propres contrats d'exposition complexes. L'idée qu'il est incompétent est une fabrication absolument offensante. Le juge fronça profondément les sourcils, regardant mes parents d'un air furieux. Ils étaient recroquevillés à leur table, l'air incroyablement petit. Conseillère, dit la juge Harrison, regardant Maya. La falsification est évidente. L'enquête criminelle est déjà en cours. Mais concernant le litige de propriété, j'ai examiné les documents de fiducie du défunt grand-père. La clause de propriété partagée est valide, mais il y a autre chose ici. Le juge brandit le testament jauni et épais. Maya me regarda, un rare air de surprise sur son visage. Même elle n'avait pas remarqué ce détail. Le grand-père, continua la juge Harrison, sa voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse, était visiblement pleinement conscient de la nature de sa famille. Il n'a pas seulement laissé à Elia les droits intérieurs. Il y a un avenant caché attaché à l'acte de propriété principal. Il désigne Elia comme le gardien du patrimoine de toute la structure. La tête de mon père se releva brusquement. Qu'est-ce que ça veut dire? En votre honneur, demanda Maya, s'avançant. Cela signifie, dit le juge, ses yeux fixés sur mes parents terrifiés, qu'absolument aucune modification structurelle, vente ou transfert de l'enveloppe extérieure ne peut être légalement exécuté sans l'approbation écrite et notariée du gardien du patrimoine. La société écran de votre père n'a jamais réellement possédé l'enveloppe. L'ensemble de la vente au promoteur est légalement nul. Elia contrôle le destin de tout le bâtiment. La salle d'audience éclata en chuchotis. Mon héritage n'était pas seulement une pièce. Grand-père m'avait donné les clés de tout le château. Il savait qu'ils essaieraient de le vendre sans mon consentement, alors il m'a donné le pouvoir de bloquer tout le quartier. La juge Harrison frappa son marteau, le son claquant comme un coup de feu. L'ordre d'arrêt des travaux est permanent. J'annule entièrement la transaction immobilière et je renvoie officiellement les parents et le frère au bureau du procureur de district pour poursuite pénale concernant la fraude électronique et la falsification. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. J'étais assis au bord de mon lit de motel, regardant le trafic sur l'autoroute. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Samuel. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste écouté. Elia, sanglota Samuel au téléphone. C'était le son humide et affreux d'un homme qui avait absolument tout perdu. Ils ont saisi mes comptes bancaires. Les investisseurs ont déposé une injonction d'urgence contre mon entreprise. Le FBI était à mon appartement aujourd'hui pour prendre mes ordinateurs. Pourquoi m'appelez-vous, Samuel, demandai-je, ma voix complètement dépourvue d'émotion. J'ai besoin d'argent, supplia-t-il, toute sa fierté entièrement dépouillée. J'ai besoin que tu m'engages un avocat de la défense pénale. Utilise le levier que tu as avec le bâtiment. Prends un prêt contre ça. S'il te plaît, tu dois me sauver. Je suis ton frère. Je te rembourserai. Je jure devant Dieu, je te rembourserai. Je fermai les yeux. Il y a 1 an, l'ancien moi se serait précipité à son secours. L'ancien moi aurait vidé mes propres économies pour garder l'enfant chéri hors des ennuis. Mais cette version de moi est morte le jour où j'ai vu mon studio déchiré. Tu n'as pas de frère, Samuel, dis-je calmement. Tu as une ressource que tu as complètement épuisée. Tu as falsifié mon nom. Tu as essayé de dire au monde que j'étais fou pour pouvoir voler ma maison. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu dois vivre dans la réalité que tu as construite. Elia, s'il te plaît, cria-t-il, sa voix se fêlant. Ne me fais pas ça. Si tu me contactes à nouveau, je transmettrai l'enregistrement de cet appel au procureur de district, dis-je. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué le numéro de ma mère. J'ai bloqué le numéro de mon père. J'ai bloqué tante Clara. La séparation de ma famille me semblait plus permanente qu'un divorce. C'était violent. C'était douloureux. Mais pour la toute première fois de ma vie, le silence dans ma chambre ne me semblait pas solitaire. Il me semblait être une liberté absolue. Le lendemain matin, je devais retourner au palais de justice pour signer les documents finaux de levée de l'injonction au registre de la ville. Alors que je descendais les immenses marches de granit du palais de justice, serrant ma veste contre le vent froid, je la vis attendre au coin de la rue. Ma mère, elle semblait avoir 10 ans de plus qu'1 mois auparavant.
Ses cheveux coûteux étaient légèrement ébouriffés. La posture arrogante avait disparu, remplacée par une énergie nerveuse et agitée. Quand elle me vit, elle se posta directement sur mon chemin. « Elia, dit-elle, sa voix tremblante. Ton père a des douleurs thoraciques. La police est venue à la maison hier pour poser des questions sur le cachet du notaire. Nous pourrions aller en prison. Nous pourrions perdre la maison. » Je m'arrêtai et la regardai. Je ne ressentais plus de colère. Je ressentais juste une pitié profonde et lourde. « Vous auriez dû y penser avant de commettre un crime grave, lui dis-je, en me décalant pour la dépasser. Elle me saisit le bras. Sa poigne était ferme, désespérée. « Comment peux-tu nous faire ça? Comment peux-tu simplement partir et regarder ton propre sang brûler? Tu fais ça parce que tu détestes cette famille. Tu as toujours jalousé Samuel. Tu nous as toujours haïs. » Je baissai les yeux vers sa main, agrippant ma veste. Puis je la regardai directement dans ses yeux paniqués et égoïstes. Je ne m'étais pas senti aussi seul depuis les funérailles de grand-père, mais je n'étais plus l'enfant effrayé debout près du cercueil. Non, dis-je, ma voix incroyablement stable, portant au-dessus du bruit de la circulation urbaine. Je ne vous hais pas. La haine demande de l'énergie émotionnelle, et il ne me reste absolument plus rien pour vous. Je fais cela parce que je m'aime enfin plus que je ne désire votre approbation. Elle tressaillit violemment comme si je l'avais physiquement giflée. Elle lâcha mon bras, trébuchant d'un demi-pas en arrière. Son expression se tordit en quelque chose de laid et de défensif. « Tu as toujours dû être si dramatique, » cracha-t-elle, essayant de retrouver une partie de son autorité perdue. « Peut-être que je l'étais, » répondis-je calmement. « Et peut-être qu'être dramatique a été la toute première chose saine que j'ai jamais faite dans cette famille. » Je lui tournai le dos et marchai dans la rue. Je ne regardais pas en arrière. Je savais que si je regardais en arrière, je pourrais voir une mère pleurer pour son fils. Mais je savais la vérité. Elle ne pleurait que pour elle-même. 6 mois plus tard, la poussière retomba enfin, tant légalement que littéralement. Les conséquences furent massives et brutales. Mes parents évitèrent la prison en plaidant coupables d'une accusation moindre de fraude criminelle, mais ils furent frappés d'amendes si importantes qu'ils durent vendre la maison de banlieue et vider leur compte de retraite. Ils déménagèrent dans un petit condo loué en périphérie de la ville. Samuel n'eut pas cette chance. Ses investisseurs le poursuivirent pour fraude électronique fédérale. Il attendait actuellement son procès, complètement fauché, et légalement interdit d'exercer à nouveau en tant que dirigeant d'entreprise. L'enfant chéri avait finalement touché le fond. Quant au bâtiment, le promoteur immobilier massif était furieux, mais il n'avait absolument aucun levier. Pour éviter mon procès civil pour la destruction de ma propriété, ils acceptèrent un règlement massif de plusieurs millions de dollars à l'amiable. Je n'ai pas pris l'argent du règlement et je ne suis pas parti. J'ai utilisé chaque centime pour reconstruire. J'ai engagé mes propres entrepreneurs. Nous avons retiré les affreux échafaudages. Nous avons renforcé la maçonnerie d'origine de l'extérieur. À l'intérieur de l'unité 3C, nous avons réparé les murs qu'ils avaient brisés, poncé les parquets d'origine et installé d'immenses et magnifiques puits de lumière. La ville, remarquant l'énorme attention médiatique que l'affaire avait générée, réalisa la valeur culturelle du bloc. Ils travaillèrent avec Maya et moi pour désigner l'ancienne usine comme un centre d'art culturel protégé. Je n'étais plus un simple locataire. J'étais le seul propriétaire légal et le directeur du bâtiment. Nous avons converti les étages inférieurs en ateliers abordables pour de jeunes artistes en difficulté qui avaient besoin d'un endroit pour travailler sans la menace d'augmentation de loyers abusive. La soirée d'ouverture de ma nouvelle galerie dans l'unité 3C restaurée fut un événement majeur. Le loft était bondé de collectionneurs d'art, de journalistes locaux et d'autres artistes. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. L'odeur de peinture fraîche et de parfums coûteux remplissait l'air. J'étais près de la fenêtre arrière, regardant la foule quand un visage familier se fraya un chemin à travers la foule. C'était Julian. Julian était un autre peintre que je connaissais depuis des années. Nous avions l'habitude de boire de la bière bon marché ensemble et de nous plaindre du monde de l'art. Quand je suis revenu de Berlin et que j'ai trouvé mon studio détruit, Julian avait été la première personne à m'appeler, m'offrant de la fausse sympathie et me disant de prendre l'argent que mes parents offraient et de passer à autre chose. Il s'approcha de moi maintenant, tenant un verre de champagne, affichant un sourire éclatant et enthousiaste. « Elia, mec, regarde cet endroit.
C'est incroyable. Tu as vraiment réussi. J'ai toujours su que tu avais ce qu'il fallait pour battre ces requins d'entreprise. Il tendit la main pour faire teinter son verre contre le mien, mais je ne levai pas la main. Je le fixai, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce que son sourire commence à se fissurer sur les bords. « Qu'est-ce qui ne va pas, mec ?» demanda Julien, ajustant nerveusement son col. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti un morceau de papier plié. Pendant la phase intense de découverte de notre procès, Maya avait assigné les dossiers de mai de mon père pour prouver la chronologie de la vente frauduleuse. Nous avons trouvé beaucoup de choses intéressantes dans ces emails. J'ai déplié le papier et les remis à Julien. C'était un email imprimé envoyé depuis le compte personnel de Julien à mon père. Daté 3 jours avant mon départ pour Berlin. Julien fixa le papier, le sang drainant complètement de son visage. L'email disait « Monsieur Davis, vous devez vraiment regarder les lois de zonage autour du studio Elia. Les promoteurs paient 30 millions pour les terrains adjacents. Elia n'a aucune idée de ce sur quoi il est assis. Et il est trop têtu pour vendre. Si vous avez sa procuration, vous devriez agir pendant qu'il est en Allemagne, juste pour le bien de la famille. » Julien m'avait vendu. Il était jaloux de ma résidence à Berlin. Il était jaloux de mon talent. Il savait que ma famille était cupide, et il a délibérément semé la graine dans l'esprit de mon père, espérant me faire expulser de la ville pour ne plus avoir à rivaliser avec moi. Elia, je peux expliquer, bégaya Julien, ses yeux parcourant la pièce, terrifié que quelqu'un n'écoute. J'essayais juste de t'aider à obtenir un paiement. Tu étais en difficulté. Tu es un lâche, Julien, dis-je, ma voix complètement calme. Je ne ressentais pas la rage que j'avais ressentie avec mes parents. Je ressentais juste un pur dégoût. Tu as essayé de détruire ma vie parce que tu ne sais pas comment mélanger tes propres couleurs. Pose le verre, Julien se figea. Quoi? Pose le champagne, commandai-je doucement. Retourne-toi. Sors de mon bâtiment. Et si tu montres à nouveau ton visage lors d'un événement artistique en ville, j'agraferai des copies de cet email à chaque porte de galerie de la ville. Julien posa le verre sur un plateau qui passait d'une main tremblante. Il ne dit pas un autre mot. Il se retourna et courut pratiquement vers la sortie, disparaissant dans la nuit froide. Je le regardais partir, purgeant complètement le dernier élément toxique de ma vie. Le reste de la nuit fut un tourbillon de triomphe absolu. L'exposition fut un immense succès critique et financier. La pièce maîtresse de l'exposition était une énorme peinture à l'huile que j'avais commencé le jour où j'étais entré dans l'entrepôt détruit. J'ai appelé le tableau « Héritage ». C'était un tourbillon sombre, violent et magnifique de gris fusain, de rouge rouille et de brillants éclairs d'or dépeignant un tabouret en bois brisant une cage d'échafaudage en fer. Vers 22 heures, Marcus, le conservateur de Berlin, s'approcha de moi et plaça un autocollant rouge à côté de la toile. Elle avait été vendue. Elle s'était vendue à un prix record à un musée d'art contemporain de la Côte. Mon travail n'était plus un joli petit passe-temps. Ce n'était pas un accident. Il était indéniablement et universellement respecté. Mon nom était définitivement attaché à mon propre succès, entièrement indépendant de l'ombre toxique de ma famille. Lorsque les derniers invités furent partis et que l'équipe de nettoyage commença à ranger les verres, je leur dis que je voulais être seul. Je verrouillai les lourdes portes en chêne de la galerie. Je me tenais au centre exact du loft. Les échafaudages extérieurs avaient disparu, permettant aux lumières des rues de la ville de projeter de longues et belles ombres sur les parquets polis. L'air sentait la térébenthine, le plâtre frais et la victoire absolue. J'ai respiré profondément, laissant l'air remplir mes poumons. Je me dirigeais vers le coin de la pièce où un seul panneau de cloison sèche fraîche et non peinte avait été installé pour couvrir une poutre structurelle. C'était une toile blanche vierge attendant un but. Je fouillai dans ma poche et sortis un gros morceau de fusain noir brut. Mes doigts ne tremblèrent pas. Je ne sentis pas le poids des attentes de ma mère ni l'arrogance de mon frère. Je sentis juste la vérité solide et ancrée de qui j'étais. J'appuyai le fusain contre le mur blanc et traçai une seule ligne épaisse et sans concession juste au centre. C'était une marque de propriété. C'était la preuve que j'avais survécu.